bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fenech Security Talk, d'Agora Mag en toute sécurité. Et le thème de ce numéro est consacré à la question des prisons. Le titre, c'est « La France face à ses prisons ». Est-ce que les prisons sont dignes d'un grand pays comme le nôtre? Et pour traiter de cette question, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. Guillaume Janson, qui est avocat et qui est ici en qualité de porte-parole de l'Institut pour la justice. Vous nous direz ce qu'est l'Institut pour la justice. Vous êtes venu d'ailleurs avec deux publications de votre institut, la Revue française de criminologie et de droit pénal, et vous traitez d'ailleurs de cette question des prisons dans l'un des derniers numéros. Nous sommes également en présence de Joachim Pueyo, qui est député socialiste, on peut dire, du département de l'Orne. Vous êtes ancien maire d'Alençon également, et vous connaissez particulièrement bien ce problème pénitentiaire, puisque non seulement vous êtes président du groupe d'études sur les prisons à l'Assemblée nationale, mais vous avez été directeur d'établissements pénitentiaires, et pas des moindres, notamment Fleury-Mérogis. Donc je suis heureux de vous recevoir. Fleury-Mérogis, c'est également Fresnes, donc les deux grands établissements que vous avez dirigés avant d'entrer en politique. Alors messieurs, et vous avez d'ailleurs publié, Joachim, vous avez publié en 2013 « Des hommes et des murs » au Cherche Midi. Vous donnez votre vision de ce que doit être la prison en France et des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, d'abord, si vous voulez présenter l'Institut pour la justice, Guillaume, s'il vous plaît. Bonjour et merci de votre invitation. L'Institut pour la justice, c'est une association qui repose sur une assise citoyenne et qui travaille avec un collège d'experts, des magistrats, des avocats, des criminologues et des psychiatres pour réformer notre justice pénale, pour questionner le sens de la peine et le droit des victimes. C'est une association qui a aujourd'hui un peu plus de 10 ans et qui publie tous les mois des études, ainsi que la revue que vous avez présentée à raison de 2 numéros par an, la Revue française de criminologie et de droit pénal. Très bien. Alors, vous avez combien d'à peu près de sympathisants? L'Institut pour la justice vit grâce à 40 000 donateurs et compte, 40 000 donateurs. Et compte 500 000 sympathisants. Ce sont des personnes qui nous suivent, qui reçoivent les mails de l'Institut pour la justice et qui font des actions de mobilisation, des pétitions ou de différentes actions auprès de leurs députés. Vous n'êtes pas les gilets jaunes de la justice quand même. Pas exactement, non. Oui, mais enfin vous faites entendre votre voix auprès du ministère, auprès du Parlement notamment. Voilà, et une voix que nous voulons être une voix à la fois de nature à faire remonter les revendications du terrain, mais une voix qui peut s'appuyer à côté sur une réelle expertise. Mais vous parlez des remontées du terrain, il va y avoir une commission nationale du débat public auprès des Gilets jaunes sur les questions du pouvoir d'achat, les questions institutionnelles. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous entendre dans le cadre de ce débat? Nous essaierons naturellement de faire entendre notre voix, puisque c'est un justice, rendez-vous incontournable. Et les attentes sont très très fortes sur les questions de sécurité et de justice. Très bien. On va peut-être donner la parole en premier à monsieur le député, Joachim Pueyo, que je connais très bien. Nous avons été ensemble au Parlement et travaillé ensemble d'ailleurs sur ces questions pénitentiaires. Quelle est pour vous, Joachim, aujourd'hui la principale difficulté que rencontrent nos prisons françaises? Est-ce que c'est par exemple la surpopulation? Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est bien sûr la surpopulation pénale dans les maisons d'arrêt, notamment dans les grandes maisons d'arrêt de la région parisienne. C'est vraiment un mal endémique et ce qui nous interroge, c'est que dans ces prisons, on peut se poser la question du sens de la peine. C'est une moyenne de 140% de surpopulation pénale dans les maisons d'arrêt. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les maisons centrales, les centres de détention ou les centres de semi-liberté ont diminué à 80%. Les centrales, les centres de détention pour les longues peines. Pour les semi-libertés pour les courtes peines, les maisons centrales pour les longues peines, les centres de détention pour les moyennes peines, on oscille entre 60 et 90%. Donc, ça veut dire que nous avons un détenu par cellule. La deuxième question qu'on doit... Attendez, pardon, excusez-moi. Vous parlez de surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt, surtout, oui, avec un taux extrêmement élevé de 140%. En moyenne. Comment vous expliquez cette situation? Bien, parce qu'on n'a pas suffisamment construit d'établissements pénitentiaires. Lorsque j'ai été élu en 2012 député, j'avais recommandé à la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, de créer immédiatement 10 000 places. C'était en 2012. On a trop tardé à répondre. Parce que vous avez effectivement des autorités, des associations qui disent si on crée des places de prison, eh bien on va augmenter le nombre de détenus. Moi, la
la réponse que j'apporte, c'est qu'il faut absolument qu'on donne les moyens à l'autorité judiciaire pour que leurs décisions soient appliquées avec discernement, avec sérénité. Et pour l'instant, on a du mal à appliquer les décisions de l'autorité judiciaire puisqu'il manque 10 000 places. Vous avez 70 000 détenus actuellement, donc écroués dans les prisons, 82 000 écroués, mais vous avez des condamnés avec le bracelet électronique, vous avez des placés dans les chantiers extérieurs, mais dans les prisons, vous avez 10 000 places qui manquent. Donc il faut absolument créer ces places si on veut donner du sens à la peine de l'emprisonnement, à la peine de prison. Et puis la deuxième observation, c'est que cette surpopulation pénale, mais ça peut également se trouver dans les établissements classiques, c'est qu'il y a un problème d'autorité et de discipline. C'est-à-dire qu'on voit très bien que plus vous avez une surpopulation, plus le laxisme est observé, moins les surveillants sont respectés, et en fin de compte, les détenus vivent dans l'oisiveté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez d'éducation, et donc qu'on ne s'étonne pas, par exemple, qu'il y ait beaucoup de plus de récidivistes dans les maisons d'arrêt que dans les autres établissements. Il est pratiquement impossible d'entamer des réinsertions dans ces conditions-là. C'est plus difficile. Regardez ce qui s'est passé à Strasbourg, avec Chéric Chekat. 27 fois Vous parlez condamné. de l'auteur de l'attentat 27 fois il a été condamné. de Strasbourg. Quand vous regardez, il a été fiché S en 2016, mais quand vous regardez pour les motifs pour lesquels il a été écroué, vol, violence, dans les maisons d'arrêt, il a même été condamné en Suisse, donc 27 fois. Ça doit nous interroger quand même. Parce que si un détenu est condamné 27 fois et qu'il va 27 fois en prison, on peut se poser la question de la peine dissuasive que peut représenter une peine d'emprisonnement. C'est votre avis, Guillaume? Pardon. Je pense qu'il n'y a pas assez d'organisation et d'autorité dans les maisons d'arrêt françaises. Qui souffrent cruellement de ce manque de places disponibles dans les prisons. On y observe du trafic, des menaces, ça. des agressions, et ce sont les populations les plus vulnérables qui en souffrent le plus, tout simplement. Et c'est le constat que vous partagez? Je partage tout à fait ce constat, et vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les chiffres du nombre de détenus. Cette année, on a effectivement franchi le seuil des 70 000 détenus. Pour combien de places théoriques? Pour 60 000 places opérationnelles. On a longtemps été à 58 000, 59 000, et cette année, on a dépassé les 60 000 également. Mais en réalité, ce n'est pas 10 000 détenus en surnombre, c'est, au dernier chiffre fourni par l'administration pénitentiaire, c'est 14 770, puisqu'il y a un nombre de places, de toute façon, avec une rotation, qui font que la situation est encore plus grave que celle qui est décrite. Et ça va avoir tout un certain nombre d'incidences, naturellement, sur le sens de la peine, sur la question qu'on doit se poser, qui est comment est-ce qu'on peut faire de ce temps de prison un temps utile dans ces conditions, sur des situations qui sont également génératrices de violence. Aujourd'hui, on a près de 4000 agressions sur des surveillants par an. C'est une situation qui se dégrade extrêmement rapidement. Vous ajoutez à cela la problématique de la radicalisation. On va y venir. On y viendra tout à l'heure. Mais également sur la question de la dissuasion que vous évoquiez à l'instant, l'une des autres conséquences de cette sous-capacité carcérale française, bien qu'elle soit concentrée sur les maisons d'arrêt, c'est parfaitement juste, c'est que vous avez aujourd'hui des délais de mise à exécution des peines qui sont considérables et qui ne font que se rallonger. Aujourd'hui, lorsque un mandat de dépôt n'est pas émis à la barre, eh bien, vous avez des délais qui sont de l'ordre de 6 mois, 8 mois, parfois plus d'1 an, pour faire exécuter des peines de prison ferme. Et ça, c'est de nature, évidemment, à anéantir toute idée de dissuasion. Tout à fait. Donc vous faites le même constat. Donc l'urgence, c'est dans la construction de places de prison nouvelles. On sait que c'est difficile, que la procédure... Il faut combien de temps pour construire une prison? Minimum 4 ans, parce qu'il faut absolument qu'on trouve un terrain constructif. Il y a souvent des recours, parce que, si vous voulez, l'opinion publique réclame davantage de places d'emprisonnement, mais lorsqu'il s'agit là de déterminer un terrain, la même opinion publique qui se trouve tout près de la prison ne veut pas de la prison, donc c'est quand même assez compliqué. Mais quand je regarde la manière dont un ancien garde des Sceaux avait lancé son programme 15 000, qui est devenu un programme 12 000, Alba Chalando, il a lancé son programme en 87, et les premières prisons, 86 en fait, 86, 87, et les premières prisons sont sorties en 1990. Donc s'il y a une volonté politique, on peut aller très vite. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on peut construire les 7000 places. Donc il faut déjà y travailler dès maintenant, parce que la décision a été prise, mais pendant ce temps-là, eh bien, les détenus sont à plusieurs dans une cellule, 2, 3 détenus par cellule pour des cellules de 9 mètres carrés. Il n'y a pas de dignité, il n'y a plus de respect, il y a le caïda qui se renforce,
le surveillant a des difficultés dans ses conditions d'exercice, il est moins respecté, il est moins repéré dans ses fonctions. Donc on voit toutes les conséquences. Donc ça, c'est une urgence si on veut donner à la peine d'emprisonnement son sens premier, qui est certes de garder, certes d'écarter de la société, mais également de réinsérer à travers la discipline. On réinsère à travers la discipline, on ne le dit pas assez, le travail, l'éducation, la formation, bien évidemment. Vous évoquez les questions de sécurité, mais on peut rappeler aussi le nombre de suicides très élevé qu'il y a en prison, de détenus, et on peut évoquer aussi le problème de la sécurité et des évasions. Souvenons-nous tous de l'évasion de Redouane Faïd, par exemple, par hélicoptère. Enfin, c'est quelque chose de... On a donc un vrai souci de construction de prisons entièrement sécurisées. Vous abordiez justement la question de la radicalisation, qui est un phénomène relativement nouveau. Est-ce que vous avez le sentiment que nos prisons aujourd'hui sont suffisamment adaptées pour lutter contre ce phénomène de la radicalisation ? Alors non, je ne le pense pas. On dénombre aujourd'hui, c'est toujours très compliqué d'énoncer ces chiffres, puisque de toute façon, on vous dira toujours sur le terrain que beaucoup de personnes, de toute façon, pratiquant la taqiyya, vont être radicalisées tout en étant extrêmement discret, mais on estime à près de 1500 détenus aujourd'hui radicalisés, dont 500 condamnés pour des infractions terroristes. Alors il y a toute la question des sortants, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais vous avez en tout cas une vraie problématique qui est celle de la diffusion de ces idées en prison. Et à l'heure où on n'a fait que reporter le principe de l'encellulement individuel, à l'heure où il y a une très très grande porosité dans les prisons, on a beau essayer de rassurer les Français en disant qu'on trouve des solutions pour les mettre à l'isolement. Vous avez beaucoup de personnes au sein de l'administration pénitentiaire qui vous disent qu'il n'y a jamais d'isolement total de toute façon de la part de ces personnes. Alors, les autorités publiques, face à ce véritable défi qui se pose à elles, ont décidé de créer différentes mesures. On a vu naître aujourd'hui les quartiers d'évaluation de la radicalisation, ensuite les quartiers de prévention de la radicalisation. Le problème, c'est qu'en fait, c'est au compte-gouttes. C'est quelques dizaines de détenus par-là qui sont aujourd'hui traités par ces différents centres. Et je pense que c'est un effort très très insuffisant face à la menace que représente le terrorisme. Absolument. Et la question, je la pose aussi à Joachim Pueyo, parce qu'on voit les différents auteurs d'attentats, et encore le dernier à Strasbourg, qui sont des délinquants de droit commun, qui se radicalisent en prison, qui devient un vivier de la radicalisation, et qui passent à l'acte. Ce sont des terroristes hybrides, à la fois délinquants de droit commun. Alors, est-ce que les annonces qui avaient été faites à votre connaissance par la garde des Sceaux, Mme Belloubet, de créer des quartiers étanches, véritablement étanches, dans certains établissements, est-ce que c'est en cours ? Alors, dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, ces quartiers se trouvent surtout en maison d'arrêt. Donc, effectivement, ce n'est pas des quartiers totalement étanches. Bon, je l'ai vu à Fresnes, je vais le voir à Fleury-Mérogis, ce n'est pas totalement étanche. En revanche, dans les quartiers de prévention de la radicalisation, on les installe dans les maisons centrales. D'ailleurs, ça avait été une proposition que j'avais faite à l'époque à l'ancien garde des Sceaux, M. Hérois. J'avais dit, nous avons des places en maison d'arrêt, il fallait changer effectivement, parce que dans les maisons centrales, on ne peut pas normalement accueillir des prévenus. On ne doit accueillir que des condamnés. Et avec les quartiers de prévention contre la radicalisation, on peut y mettre des prévenus également. Donc, c'est des structures qui existent. L'administration pénitentiaire, en fonction de ses moyens, elle fait son possible. On a un sujet essentiel, c'est comment détecter les détenus qui se radicalisent et qui peuvent effectivement propager leur propagande. Il y a le renseignement pénitentiaire. Donc, il y a le renseignement pénitentiaire. Oui. Et je pense qu'on a été ensemble sur Absolument. les mêmes bancs pour défendre effectivement une véritable direction du renseignement. Il y a eu quand même des interrogations et je crois que l'ancien garde des Sceaux a validé une véritable direction du Jean-Jacques renseignement. Urvoas. Voilà, et je crois qu'il avait bien fait de le faire. Ça commence à avoir des effets. Je pense qu'il y a des critères qui ont été mis en place de façon à aider le surveillant à pouvoir repérer dans la vie quotidienne des personnes détenues qui sont radicalisées ou surtout qui influencent d'autres, parce qu'on a beaucoup de détenus qui sont fragiles. Et effectivement, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand vous regardez les faits, malheureusement, qui ont créé beaucoup de victimes, que ce soit à Nice ou Bataclan. Souvent, ils ont le même profil. Ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui sont passés par la casse-prison pour des faits similaires. Vol, trafic, vol avec violence. Et donc, ils ont quasiment le même profil. Et donc, c'est une question que nous, on doit se poser. Et puis, la deuxième question, c'est la sortie. Parce que certains détenus vont sortir.
quel sera leur suivi à l'extérieur, comment on pourra les contrôler, comment on pourra éviter qu'ils passent à l'acte. Malheureusement, on l'a vu récemment à Strasbourg, donc malgré qu'ils soient fichés S. Donc c'est vraiment des questions importantes que nous, on doit se poser en tant que députés, en tant que législateurs. Alors je pense qu'il fallait un peu plus loin dans les moyens de l'administration pénitentiaire concernant les détenus qui se radicalisent et qui sont post-carcérales. Alors justement, Guillaume Janson, quelle est la position de votre institut sur les annonces qui ont été faites récemment par la garde des Sceaux, notamment éviter l'emprisonnement pour les courtes peines. Il n'y aura plus d'emprisonnement de moins d'un mois, c'est bien cela. Est-ce que vous êtes favorable aussi aux solutions alternatives pour certains délinquants, à savoir le bracelet électronique ou d'autres formes de peine de travail d'intérêt général? Est-ce que l'Institut milite pour cela? Alors, sur la question des courtes peines et des très courtes peines, je peux formuler plusieurs observations. La première, c'est qu'en réalité, il y a très peu de très courtes peines qui étaient prononcées. Donc ça concerne finalement quelque chose de tellement résiduel que ça ne réglera pas l'intégralité du problème. La deuxième observation que je peux formuler sur la question des très courtes peines, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se pratique à l'étranger, je veux parler ici des Pays-Bas, eh bien, il est très surprenant de voir qu'en réalité, alors même que le taux d'incarcération par rapport à leur population est très inférieur au nôtre, eh bien, vous avez un recours beaucoup plus systématique à des très courtes peines. Et donc, lorsque vous comparez le rapport du nombre d'entrants en prison par rapport à celui de la population, eh bien, on se rend compte qu'aux Pays-Bas, alors même qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes en prison par rapport à la France, on met plus de gens en prison. Et donc, avec un système avec une meilleure rotation et donc davantage de dissuasion. Donc j'émets les plus vives réserves quant à la condamnation un peu facile qu'on a tendance à faire quant aux courtes peines en disant que ce sont des peines qui désinsèrent systématiquement, puisqu'elles s'adressent aussi souvent à des personnes qui, en pratique, sont déjà désinsérées. Vous avez ensuite la question, évidemment, des autres peines qui seraient des peines intermédiaires. Je pense qu'avant de poser la question de la prison, il faut poser la question de l'utilité des peines intermédiaires. Et moi, je crois beaucoup à ces peines à partir du moment où elles ont une vraie signification concrète pour la personne qui s'y voit condamnée. Et qui ne désocialise pas, notamment. Exactement. Mais je veux parler soit de surveillance électronique, mais dans ces cas-là de dernière génération, puisqu'aujourd'hui on en est quasiment à l'âge de la préhistoire en France sur la surveillance électronique, donc il est normal que beaucoup de magistrats refusent de placer sous surveillance électronique des individus qu'ils continuent d'estimer dangereux. Et puis, je veux parler des sanctions très concrètes, telles que les sanctions réparation ou le travail d'intérêt général, qui, par opposition à des peines de prison avec sursis, puis avec sursis mis à l'épreuve, lorsqu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas suffisamment de conseillers d'insertion et de probation pour suivre avec rigueur chacune des personnes, ne représentent pas quelque chose de concret pour les personnes condamnées. J'en reviens juste un instant sur les questions de sécurité. Joachim Pueyo, vous avez dirigé des établissements très difficiles, Fresnes et Fleury-Mérogis. Comment se fait-il? Pouvez-vous nous expliquer comment, chaque année, en prison, on saisit quelques 30 000 téléphones portables? Comment ces téléphones portables peuvent rentrer dans les prisons quand on sait en plus que le portable, c'est l'accès à Internet et c'est aussi l'accès peut-être à Daesh? Bien sûr. Comment on peut lutter contre ça? C'est difficile. C'est difficile, d'autant plus qu'il y a plusieurs modes pour faire rentrer les portables dans les prisons. Et comment fait-on rentrer les portables? Soit par projection. De l'extérieur. Dans beaucoup d'établissements, on a mis effectivement du matériel autour des prisons pour éviter les projections. Soit effectivement par les parloirs au niveau des familles. Et les détenus ont plein de méthodes pour faire rentrer les portables. Et puis il peut y avoir des complicités. Mais on ne fait pas de fouille au parloir, il n'y a pas de fouille, il n'y a pas de fouille systématique. Parce que vous avez des portables qui ne sont pas détectables par les portiques. C'est pour ça que j'avais proposé, moi, de renforcer les portiques nouvelle génération, où on passe dans le portique et tout est détectable. Mais alors, ça coûte très cher, et puis ça met beaucoup de temps pour contrôler. Mais c'est une méthode si on veut vraiment empêcher. Et puis, il faut mettre des brouilleurs nouvelle génération, parce que les brouilleurs actuels, ils sont pas opérants. Donc si effectivement il y a un effort pour brouiller l'ensemble de la prison avec des nouveaux brouilleurs, les détenus n'auront plus intérêt à se procurer des portables parce qu'ils ne pourront plus téléphoner. Parallèlement, moi j'ai proposé à ce qu'on mette des téléphones filaires dans les cellules, parce qu'on nous dit, oui mais les détenus, ils téléphonent sur les coursives ou dans les cours de promenade, à des heures qui ne correspondent pas forcément à leur attente. Et moi j'ai proposé dans les nouvelles prisons qu'on mette
des téléphones filaires, ce qui permet aux services pénitentiaires de faire du Parce contrôle. qu'ils existent actuellement, ces téléphones filaires, mais des ils sont cabines, partagés par... soit dans les coursives, dans les étages, soit dans il en faudrait par promenades. cellule. Par cellule, et là on ne pourra pas dire que le détenu ne peut pas avoir des liens avec sa famille, avec ses amis, dans le cadre Et en d'une plus, on peut perspective. exercer une surveillance réelle. Et on peut effectivement contrôler. Et ce qui évite effectivement de prendre des photos, d'utiliser effectivement les réseaux sociaux, et ce qui peut avoir des conséquences relativement importantes, y compris dans le domaine de la radicalisation, bien évidemment. Et puis concernant les courtes peines, moi il faudra évaluer cette nouvelle loi qu'elle sera en application. Pourquoi ? Parce que moi j'ai pu constater qu'il y avait très peu de primo-entrants dans les prisons en fin de compte. C'est-à-dire que vous aviez des détenus qui étaient condamnés à des courtes peines, mais ils avaient été condamnés à de nombreuses reprises avant, avec des sursis simples, sursis mis à l'épreuve. Donc soyons prudents là-dessus. Alors bon, la loi est passée, les moins de 6 mois ne pourront pas aller en prison, il y aura des peines alternatives à la prison, mais je pense qu'il faudra bien l'évaluer. Parce que quelquefois, une peine d'emprisonnement courte pouvait effectivement faire réfléchir le condamné, il récidivait pas, sous réserve que les conditions de détention soient adaptées. Alors, lorsque effectivement vous mettez un détenu à courte peine à 6 mois dans une prison, ils sont à 3, là il peut être influencé par les autres détenus. C'est ça le problème qui peut se poser. Précisément, les conditions de détention que vous évoquez. Guillaume, vous avez consacré une belle étude d'ailleurs sur votre revue, dans votre revue, sur le travail en prison. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'un détenu qui est condamné, est-ce qu'il a l'accès au travail, qui est quand même un mode de réinsertion au travail ? Alors, tout à fait, c'est un mode de réinsertion sur lequel je pense qu'il y a énormément de choses à faire, étant donné que la situation sur ce sujet également n'a fait que se dégrader. À la fin des années 80, le travail qui était une obligation pour les détenus a vu donc cette obligation supprimée, et progressivement, le nombre d'offres de travail en prison n'a fait que se réduire. Et aujourd'hui, vous avez en réalité extrêmement peu de détenus qui peuvent travailler. Est-ce que c'est de l'ordre de 1 sur 3 ou 1 sur 4 même puisque sur les chiffres, très souvent, 30%. vous avez généralement ce qui sont mêlés sur les chiffres des activités dites rémunérées, mais qui en réalité sont des activités d'enseignement pour inciter les détenus. Voilà. Et généralement, on mêle un petit peu ça. Et puis lorsqu'on a un travail, évidemment, on est très très loin d'un temps plein. Vous avez différents types de travail. Vous pouvez travailler pour la régie, pour le service général. Enfin, voilà, vous connaissez naturellement tout ça extrêmement bien. Vous pouvez apporter des compléments. Moi, je pense que si on veut donner du sens à la peine d'emprisonnement, en dehors de certains cas qu'il faut isoler, bien évidemment, il faudrait mettre en place des programmes obligatoires pour l'ensemble des détenus. C'est-à-dire, au moins, on se lève le matin, on a des cours, on a du sport, on a de l'école, on a une formation, on a un travail, mais au moins qu'il y ait un programme. Moi, j'avais demandé à l'époque, quand je dirigeais Fleury-Mérogis, de faire une expérimentation sur des courtes peines avec une unité spécifique, avec un programme obligatoire. Ça changeait complètement la nature de la prison. Parce qu'on dit qu'il y a des détenus qui passent 22 heures sur 24 dans leur cellule. Alors, j'exagère peut-être, ou 20 heures. Mais quelquefois, vous avez des détenus qui ont tellement peur d'aller en promenade parce qu'ils se font racketter, ils se font agresser, parce qu'ils se sentent minoritaires. Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je pense que l'idée d'un programme obligatoire avec une possibilité de choix pour les détenus condamnés, je trouve que ça mériterait au moins qu'elle soit expérimentée sur plusieurs établissements. Et on verrait effectivement des résultats totalement différents. C'est-à-dire que le détenu prenne goût à travailler, à avoir une journée classique. Mais généralement, les détenus, qu'est-ce qui se passe quand ils ne travaillent pas ? Ils regardent la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin. Ils ne se lèvent pas le matin. Ils menacent les surveillants lorsqu'ils viennent les réveiller le matin. Donc, on a vraiment un sujet de vie quotidienne, d'autorité, de sens de la peine d'une manière très pragmatique et qui peut se résoudre, à mon avis, rapidement. Est-ce que, Guillaume Janson, est-ce que vous avez une réflexion sur la diversification des établissements pénitentiaires? Pourquoi avoir toujours cette idée des grandes prisons, des murs d'enceinte, des miradors et tout? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour une population condamnée, imaginer, qui n'est pas véritablement dangereuse pour l'ordre public, des établissements plus light, je dirais, qui coûteraient moins cher, qui ne désocialiseraient pas complètement? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ce nouveau type d'établissement? Bien sûr. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la question du temps de construction des prisons. Il y avait également un rapport d'Urvoas de 2016 qui permettait d'établir, après près d'une décennie,
le temps entre la signature Beaucoup. du contrat et vraiment l'ouverture des Oui, portes. parce la qu'il y a des remise clés. recours souvent. Exactement, Ouais. c'est extrêmement long. Je pense qu'en réalité, si on allait davantage dans la voie de la diversification, ça permettrait d'avoir des Vous êtes prisons d'accord avec ça, Joachim? beaucoup plus sécurisées pour certains et Ouais. d'autres beaucoup plus ouvertes pour d'autres. On a des exemples qui fonctionnent quand même assez bien. Dans quel pays? À Casabianda, en Corse. En Corse, on a un Voilà. modèle Casamada qui remonte à 30 Oui, ans, oui, ou je oui. ne sais plus. qui Non, mais marche bien. je pense Il n'y a jamais je d'évasion. pense pratiquement. qu'il ne faut pas mettre toutes les prisons sur les mêmes normes de sécurité. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut des prisons sécuritaires un petit peu dans toutes les régions pour effectivement La grande délinquance. y écrouer des délinquants qui peuvent être dangereux. Puis par contre, faire des prisons plus larges en termes de sécurité. C'est ça. Parce qu'un détenu qui est condamné à 2 ans d'emprisonnement pour des faits, mettons, trafic D'escroquerie de drogue, ou- d'escroquerie, Ouais. il n'est pas dangereux en lui-même. Ouais, Bon. ouais. Et donc là, je pense que ça coûterait moins cher. Ouais. Parce qu'une place de prison, c'est quand même près de 200 000 euros. Ouais. Ce Oui, serait- Guillaume, vous voulez Oui, ajouter? en fait, ce serait moins cher et puis ce serait plus rapide à construire. Et plus rapide à construire. Et puis pour le travail, ça permettrait en fait d'être dans une logique de responsabilisation des détenus, puisque sachant qu'ils bénéficient de conditions de détention qui sont quand même Alors, plus je améliorées. suis quand même optimiste parce que le garde des Sceaux qui j'ai interrogé est dans cette perspective également. Dans les 7000 places, j'attends un petit peu Oui. les résultats. Il y aura des places effectivement dans des prisons un peu moins sécurisées en termes d'enceintes, de miradors. Vous sentez qu'il y a cette Bon. volonté politique aujourd'hui? Je crois qu'elle a cette volonté Enfin, politique. enfin, si je puis dire. Voilà, elle a cette volonté politique. Qui est de Maintenant, l'intelligence et du bon il faut sens. que il faut que les moyens suivent. Mais le sujet est toujours d'actualité et donc on pourra pas. L'objectif, c'est pas de vider les prisons, comme j'entends dire, quand j'entends certaines associations. L'objectif, c'est pas de vider les prisons. L'objectif, c'est d'éviter la récidive. Déjà. C'est de lutter contre la récidive et c'est d'insérer. Et donc voilà, c'est ça l'objectif d'une peine. D'ailleurs, lorsque le Pelletier de Saint-Fargeau avait fait le rapport, un ancien parlementaire, donc Oui. on est tout à fait concerné, en 1792, il avait fait un rapport extraordinaire. Il avait dit la prison doit rendre meilleure. On avait aboli les peines corporelles, on avait généralisé les peines d'emprisonnement. La prison doit rendre meilleur le détenu à la sortie qu'à son entrée. On est toujours sur cette question. Alors, puisque vous évoquez cette époque, et on arrive quasiment au terme de notre émission passionnante, et on aurait beaucoup de choses encore à dire, je vais vous citer la fameuse formule de Victor Hugo. Hein, vous vous souvenez tous, quand Victor Hugo a lancé cette harangue, « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Je pense qu'il faut avancer sur les deux terrains à la fois et je pense qu'il faut poser la question de ce qu'on fait en prison, c'est-à-dire peut-être ouvrir des écoles en prison aussi. Oui. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est l'éducation pour Non, mais éviter de oui. tomber dans la délinquance, c'est ça Ce qui est Oui, évident. mais Victor Hugo, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire et dans chaque commune, il n'y avait pas d'école. Donc, je pense que les propos de Victor Hugo ont été suivis Oui. par Jules Ferry Oui. lorsqu'il a imposé dans chaque commune une école. Donc, évidemment, il faut continuer. Alors, à construire, on a suffisamment d'écoles en France, je pense, mais par contre, à renforcer l'éducation, y compris dans les quartiers sensibles, parce que dans les quartiers sensibles, nos valeurs républicaines ne sont pas forcément bien respectées. Le droit français n'est pas suffisamment bien respecté. Donc ça, c'est des sujets. Oui. La laïcité, par exemple, parce que Oui. Jules Ferry avait mis le mot laïque, c'est pas par hasard qu'il avait mis dans son texte de loi, et j'ai relu effectivement, comme nous, on le fait tous lorsqu'on est parlementaire, des vieilles lois qui ont marqué la République française. Oui. Ben, je pense qu'il faut remettre un peu de laïcité aussi dans nos prisons françaises. En tout cas, on conclura cette émission, je pense que vous serez d'accord avec moi. On a encore aujourd'hui des prisons qui ne sont pas dignes de notre pays, si c'est pour répondre à votre question, ne serait-ce que pour la dignité du détenu lui-même, qui n'a pas accès au travail, n'a pas la possibilité véritablement de s'insérer, et qu'il faut véritablement qu'on donne les moyens à l'administration pénitentiaire. Je rappelle, cher Joachim Pueyo, votre livre « Des hommes et des murs », que je vous recommande vivement, paru en 2013, mais qui est toujours d'actualité, bien sûr, aux éditions du Cherche-Midi. Et je vous invite évidemment à prendre connaissance de la Revue française de criminologie de droit pénal, qui est régulièrement publiée par l'Institut pour la justice. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Vous étiez passionnants et vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain. Et bien entendu, je vous souhaite une excellente année. Merci.